Comme vous avez pu le remarquer depuis le début de la chaîne, je suis à peu près le même schéma à chaque vidéo. Je parle d'une attraction d'un parc, puis je la rapproche d'une notion de game design afin de montrer la forte similitude entre le jeu et les attractions. Aujourd'hui, je vais fonctionner différemment, et faire totalement l'inverse car aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le level design. Bon, tout d'abord, fixons les bases ensemble, en se posant une question que vous êtes tous en droit de vous poser, qu'est-ce que le level design ? Le level design est la discipline consistant à tangibiliser l'expérience de l'utilisateur, en modelant le paysage, réalisant les plans des bâtiments, ajoutant des signes environnementaux, bref, en utilisant tous les outils graphiques et sonores dans la visée d'immerger au mieux le personnage dans un univers, en lui donnant vie. Mais outre l'aspect décoratif et immersif, il permet avant tout de guider le joueur dans sa quête principale, et on peut le retrouver sous différentes formes. Parmi celles-ci, on retrouve les constructions en open-ended, avec des jeux comme Metroid, les linéaires, qui sont utilisés dans la majorité des platformers, et les mondes ouverts, pour n'en citer qu'un, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bref, il en existe énormément d'autres, mais ces trois-là sont les principaux et les plus intéressants à développer, car ils ont chacun des manières différentes de guider le joueur dans le jeu. Les niveaux linéaires sont les plus pauvres en mécanique de guidage, vu que la principale est l'utilisation d'un scrolling forcé. C'est par exemple le cas dans un jeu comme Mario, où la caméra ne peut pas se déplacer vers la gauche. Mais ce n'est pas une obligation, certains jeux essayant de guider naturellement le joueur vers le côté droit, en lui faisant comprendre que c'est l'unique sens de progression. On peut noter aussi que dans ces genres-là, le guidage par flèche est énormément utilisé lorsqu'il y a une variation de direction dans le level design. Pour ce qui est des level design open-ended, c'est différent. Là où les linéaires ont une direction précise, ici on a seulement un objectif final, et une map avec plusieurs possibilités. Le plus souvent dans ces cas-là, c'est les briques de level design qui vont bloquer la progression du joueur. Par exemple, dans Metroid, dès le début on ne peut pas aller vers la gauche car nous ne pouvons pas nous baisser. Et ce n'est qu'en récupérant la Murph Ball quelques salles plus tard que nous aurons accès à cette partie du niveau. C'est ici un blocage du joueur par ses capacités qu'il n'a toujours pas apprises. Il y a énormément d'autres variations que l'apprentissage par capacité. On peut prendre en compte l'exemple de Wonder Boy 3 qui utilise certes la mécanique de capacité, mais qui a su en rajouter une, collant à la composante centrale du jeu, les skills physiques du joueur. Il y a dans ce jeu certains endroits où l'on peut aller quasiment dès le début du jeu, mais qui deviendront beaucoup plus difficiles si l'équipement du joueur est faible. C'est donc à ce moment-là que le joueur doit juger s'il possède assez de skills pour emprunter ce chemin-là, ou s'il préfère passer par le chemin le plus abordable. Et enfin, abordons plus longuement le sujet des mondes ouverts, car pour le coup, il se sépare en deux catégories. Dans la majorité des cas, ce monde ouvert est mal exploité, et n'est finalement qu'un vaste level design linéaire dans lequel on est guidé par des balises disséminées sur le chemin critique. Ce qui au point de vue purement level design est contradictoire avec le terme monde ouvert, vu qu'il en devient facilement un monde couloir. Les Assassin's Creed s'en sont fait d'ailleurs une spécialité. Mais il existe dans de rares cas des level designers qui ont compris comment guider le joueur inconsciemment en ne lui donnant qu'un but flou et aucun chemin critique. C'est le cas dans Breath of the Wild. On est lâché dans les grandes plaines d'Hyrule en nous guidant grâce au relief de la carte, aux lumières ou bien au son. On est là dans un jeu avec une très grande sensation de liberté, même si finalement, on est tout de même guidé inconsciemment par le level design. Ce serait réducteur de parler du level design en ne parlant que des patterns. Il faut aussi rajouter que le level designer doit créer des zones d'émotion pour le joueur. Par exemple, un checkpoint sera une zone de détente, car le joueur se sent en sécurité. Une zone avec beaucoup plus d'action rendra le joueur crispé et en stress, vu qu'il n'aura pas forcément le contrôle total sur la situation. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le level designer influe directement sur l'expérience émotionnelle qu'aura le joueur durant son temps de jeu. Bon, maintenant que le sujet doit devenir de plus en plus clair dans vos têtes, je vais pouvoir rapprocher cette discipline des différents parcs à thème, car vous allez voir que la structure de vos parcs à thème favoris respecte étrangement ces formats de level design que j'ai exposés un peu avant. Je vais parler ici de deux parcs à thème qui illustrent très bien mon propos, Disneyland Paris et Europa Park. On va commencer avec le resort parisien, et pour me faire passer mon idée, on va directement se mettre dans la peau d'un visiteur lambda de Disneyland Paris. Lorsque l'on rentre dans le resort parisien, on se dirige instinctivement vers le Disneyland Hotel, vu qu'il nous attire le regard en tant que porte d'accès au parc principal. Une fois passé par les portiques, on se retrouve sur une petite place, avec comme seul axe de direction le passage en dessous de la gare de Main Street, et avec une vision très faible sur ce qu'il peut y avoir derrière.
Passé cette gare, on se retrouve en face du kiosque de la place principale de Main Street, mais surtout, on aperçoit au loin le château. Ce château, tout est fait pour nous guider vers lui. Le fait qu'il soit grand, qu'il se détache du ciel avec sa couleur rose, qu'il soit le seul élément intéressant pour l'œil, mais aussi grâce à une perspective forcée effectuée sur les bâtiments de l'avenue de Main Street USA elle-même. Une fois que l'on arrive sur Central Plaza, c'est une vision totalement différente qui s'offre à nous. On n'a plus l'impression d'être dans un couloir, mais plutôt dans ce qui se rapproche d'un hub central, avec un nombre conséquent de possibilités. On aperçoit maintenant 4 choix clairs de direction qui nous attirent toutes avec la même intensité. On a le portail en bois de Frontierland, le palais marocain d'Adventureland, la porte du château de Fantasyland et l'imposante Space Mountain de Discoveryland. Il est donc temps pour nous de choisir dans quelle direction nous voulons aller. Et dirigeons-nous vers Frontierland. Une fois passé le portail en bois, on se retrouve immergé dans l'univers du Far West. Tout est fait pour nous dépayser. C'est alors que notre œil est attiré par une forme orangée lointaine qui s'apparente à une grosse montagne de terre. Puis c'est nos oreilles, qui commencent à entendre des cris et des rires d'autres visiteurs effectuant une attraction. Encore une fois, tout est fait pour nous diriger vers l'attraction principale du land, Big Thunder Mountain. Mais si l'on regarde attentivement vers la gauche, nous pouvons aussi voir tout de même un mystérieux manoir qui peut aussi nous attirer vers lui. Mais continuons notre voyage dans le Far West en nous dirigeant vers l'entrée de l'attraction BTM, en passant à côté du Fuente del Oro. Ici, le fond de Frontierland n'est que très peu attrayant. On ne voit pas de lieu intéressant à l'horizon, on décide donc de se diriger vers la forêt tranquille d'Adventureland. Arrivé à Adventureland, c'est un immense arbre qui nous attire, on se dirige donc naturellement vers lui. Puis, nous continuons vers les grottes qui nous font perdre bizarrement nos repères d'orientation, nous mettant, par la même occasion, en stress. C'est lorsque nous sortons des grottes que nous nous rendons compte que l'on est arrivé à bonne destination, devant Pirates des Caraïbes, nous donnant un sentiment d'avoir passé une épreuve complexe. Nous rentrons ensuite dans Fantasyland, qui pour le coup n'a pas réellement de points imposants, vu que toutes les attractions présentes sont des points d'attraction majeurs. On est ici dans une ambiance de fête foraine, avec énormément de mouvements et d'actions qui se déroulent sous nos yeux. On ne va pas s'éterniser sur cette partie-là du parc, car pour le coup elle n'est point intéressante comme nous le verrons par la suite. Revenons sur Central Plaza, et dirigeons-nous vers Discoveryland. Ici, on pourrait qualifier la situation de semblable à ce que l'on peut avoir dans Fantasyland, mais elle en est tout autre. Car si dans Fantasyland on avait énormément d'attractions avec la même attraction globale, ici, il n'y en a qu'une qui surplombe les autres, Space Mountain. Et c'est uniquement en nous dirigeant vers cette dernière que nous pouvons apercevoir le X-Wing de Star Tours, qui peut nous intriguer. On a donc fait rapidement le tour de Disneyland Paris, et certains auront déjà remarqué que c'est ce trajet qu'ils ont effectué lors de leur première visite dans les parcs, car il est tout simplement le plus naturel et le plus emprunté par les visiteurs, ce qui explique notamment la surpopulation de l'attraction BTM dès le matin. Mais trêve de bavardage, qu'avons-nous pu apprendre sur ce walkthrough que je viens de détailler? Premièrement, il y a des points d'intérêt, que l'on nomme dans le jargon des parcs à thème Winnies. En effet, un Winnies permet aux visiteurs d'avoir toujours un objectif dans son champ de vision, afin qu'ils ne pensent jamais être perdus. On a d'ailleurs pu voir qu'il y avait plusieurs niveaux d'intensité de Winnies, entre ceux qui nous attirent dans un land et ceux qui nous font nous déplacer dans ce dernier. Deuxièmement, on a pu voir qu'il y avait une notion de chemin naturel, souvent des axes avec une grande contenance de guests, qui dirigent vers les attractions les plus importantes du parc. Cette notion va bien évidemment en complément de la première, vu que le chemin ne serait pas si instinctif si le visiteur devait regarder sans arrêt son plan ou les panneaux de signalisation, très rare dans le Magic Kingdom en général. Ensuite, il y a une notion de zone de sûreté et de zone de tension. Par exemple, lorsque l'on se balade dans Main Street ou que l'on se restaure au Hakuna Matata, on est détendu. Alors que si l'on se retrouve dans des grottes d'Adventureland ou dans la queue de Space Mountain, on devient bien évidemment de plus en plus stressé. C'est là que l'on peut commencer à voir un gros point commun avec le level design des jeux vidéo. Et finalement, on retrouve à peu près tous les patterns que j'ai exposés dans ma partie sur le level design. On a des passages linéaires, avec l'arrivée dans Main Street, une forme de level design global open-ended, avec un espace fermé mais comportant plusieurs possibilités d'orientation, et finalement, une structure open world à la Breath of the Wild, avec la présence de Winnie, qui guide naturellement le visiteur. Si je vous ai parlé d'un Magic Kingdom en premier lieu, c'est parce qu'il représente la vision de Walt de designer un parc. Et vous allez voir que cela a de l'importance, car les deux autres parcs dont je vais brièvement parler n'ont pas forcément une structure aussi instinctive que ce format de Magic Kingdom. Parlons rapidement des Walt Disney Studios. On retrouve la même forme d'entrée avec un passage droit et obligé par Studio 1,
Une composition de landes très peu établie, je suis même sûr que certains d'entre vous ne connaissent même pas le nom des différentes landes qui le composent, des ajouts de mini-landes dans différentes parties du parc, et une composition en double embranchement qui ne permet pas vraiment de faire le tour du parc comme on peut le faire dans un Magic Kingdom. L'expérience peut être déroutante pour le visiteur, et c'est normal, car le parc n'a pas été conçu comme un parc entier, son but étant de laisser place pour évoluer en fonction des ressources financières du parc, créant cette ambiance de parc puzzle jamais vraiment fini. Et en parlant de parc puzzle, parlons d'Europa Park, qui est le parfait exemple. On ne peut naviguer dans le parc sans se référer aux différents panneaux de signalisation, sans regarder sa map, voire même demander au cast du parc. Cette fois-ci, on a énormément de points d'intérêt et on a une navigation interlande convenable, mais il n'y a pas de chemin clair et instinctif. Le chemin que l'on va bien souvent prendre est celui des 13 coasters du parc, qui n'est pas le plus naturel de tous. De plus, on peut facilement se tromper de passage, notamment pour rejoindre l'attraction Poséidon, où j'ai personnellement passé 15 minutes à comprendre comment rentrer dans la file d'attente. Il n'empêche que malgré tous les défauts que je peux trouver au deux parcs, les normes de level design restent cohérentes. Il y a des zones de repos et de tension, des winnies et des patterns de LD. La seule différence est l'intuitivité du chemin critique, qui pour le coup se rapproche plus d'un Assassin's Creed que d'un Zelda. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous exposer autour du level design et des parcs à thème. Bien évidemment, je sais que les parcs à thème sont apparus bien avant les jeux vidéo, et que donc les constructeurs ne se sont pas absolument inspirés des sources que j'ai citées durant la vidéo. Cependant, cela ne dénature pas le fait que je pense sincèrement que Walt Disney était un level designer hors pair, et qu'il a su faire à son époque ce que d'autres n'imaginaient même pas. Faire vivre une expérience de découverte et d'aventure dans un endroit où l'on vient juste à l'origine pour faire des attractions à la chaîne. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder la conférence de Scott Roger, Everything I Learned About Level Design, I Learned from Disneyland, dont je me suis très librement inspiré pour écrire cette vidéo, car son point de vue m'a permis d'éclaircir énormément de points que je me posais intérieurement. Il est d'ailleurs évident qu'à partir de maintenant, je fasse souvent référence à cette vidéo, donc si vous avez le temps et une compréhension de l'anglais correcte, je vous invite à vraiment la regarder. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de ce point en commentaire. C'était Balo, et n'oubliez pas que Walt était définitivement en avance sur son temps.